Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Cet été, je vous propose de redécouvrir 5 conversations marquantes de Temps d'arrêt avec Coach Frank. Pour moi, c'est des épisodes qui ont touché notre communauté, des coachs, des professionnels et qui méritent d'être entendus à nouveau. Mon intention avec Temps d'arrêt reste le même durant l'été, c'est-à-dire déconstruire l'art et la science du coaching pour créer un meilleur monde du sport pour tout le monde, athlètes, coachs, dirigeants et parents. Mais là, pour l'été, j'ai aussi besoin de vous. Premièrement, on veut faire grandir notre communauté parce qu'on veut rejoindre encore plus de monde qui sont impliqués dans le sport pour faire encore une plus grosse différence. Alors, si le podcast t'apporte quelque chose, d'un, abonne-toi. De deux, évalue le podcast sur ta plateforme préférée. Et surtout, partage avec tes collègues, tes athlètes et tes amis. Ça prend 30 secondes et ça fait toute la différence et ça va faire une différence. Deuxièmement, on a besoin de tes témoignages. Quels épisodes t'ont marqué depuis le début de Temps d'arrêt? Écris-nous sur les réseaux sociaux, @CoachFrankPHD dans un mot, ou abonne-toi à notre infolettre sur coachfrankphd.com pour nous le faire savoir. Donc, tu as une anecdote, tu as un témoignage, il y a un épisode qui t'a marqué, on veut le savoir. Là-dessus, je te dis bonne écoute et je te souhaite surtout un excellent podcast. Épisode 117. Qualité de vie des professionnels, place de la kinésiologie et de l'activité physique et construire une vie heureuse avec Michel Fortier, PhD. Pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité est Michel Fortier, PhD. Michel Fortier est spécialiste en psychologie de l'activité physique et professeur à l'Université d'Ottawa. Son travail se concentre sur la compréhension et la promotion de l'activité physique, particulièrement la motivation et la qualité de vie des professionnels de la santé. Ces recherches, financées par le CRSH, dont un projet de recherche sur la compréhension de l'adoption de l'activité physique et la réhabilitation des maladies cardiaques, s'est classée 7e au Canada. Elle est aussi co-chercheuse d'une étude subventionnée par le CRSH sur les effets du mentorat par les pairs sur la qualité de vie des gens souffrant de lésions. Michel Fortier est membre de la commission consultative de la filiale canadienne du mouvement Exercise is Medicine, c'est-à-dire l'exercice, un médicament. Elle s'intéresse particulièrement à la motivation, au changement de comportement, aux impacts de l'activité physique sur la santé mentale et la qualité de vie des professionnels. Et enfin, elle a également contribué à la création du Collège des kinésiologues de l'Ontario. Non seulement c'est un plaisir de recevoir Michel aujourd'hui pour notre 83e conversation sur la qualité de vie, la performance, le bien-être, la santé, mais je pense sincèrement que c'est une des personnes les mieux placées pour discuter avec nous de la qualité de vie de par qui elle est et de par ce qu'elle a fait dans sa carrière professionnelle. Je vous encourage tous justement à prendre le temps de réfléchir à ça durant l'été, parce que l'été est synonyme de ralentissement pour plusieurs personnes parmi nous. Puis c'est souvent dans les ralentissements qu'on a le temps de prendre le temps de réfléchir délibérément et de réorienter notre vie professionnelle. Pour faire un mauvais jeu de mots, c'est le temps de prendre un temps d'arrêt puis prendre le temps de réfléchir. C'est un peu pour ça que le podcast s'appelle comme ça. Et avant de commencer, c'est important de mentionner que la production de cet épisode est présentée par Très Bon Point, ayant la vision d'avoir les pieds sur le terrain et la tête dans les bouquins. Très Bon Point est une firme de consultation sportive qui offre du coaching, des ateliers et de la recherche appliquée pour la communauté sportive. Là-dessus, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et surtout, je dis finalement, bienvenue à notre invité, Michel. Bienvenue à Temps d'arrêt. Merci beaucoup, François. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi ce matin puis de discuter de toutes sortes de sujets que j'étudie, que je mets en place et des sujets vraiment d'envergure en ce moment dans la société. Des sujets d'actualité, des sujets qu'on a discutés autant de façon formelle, informelle, durant le cours au doctorat, en dehors, dans un café, après des défenses de thèse, dans différents contextes. Oui, ça fait longtemps qu'on se parle de ça, moi et toi. Tout à fait. Puis en fait, je dirais que c'est un peu de ta faute probablement si on se retrouve ici aujourd'hui parce que le cours qu'on a eu ensemble au doctorat, il a stimulé plusieurs réflexions qui m'ont amené à revoir un peu la structure de ma vie. Puis là, il y en a peut-être des athlètes ou du monde à quelque part qui sont tristes, peut-être qu'il y en a qui sont pas tristes, mais je pense que ça l'a inévitablement amené peut-être à la décision justement de plus coacher, de dire je veux voir où est-ce que ça se situe, le coaching dans ma vie, puis de voir qu'il y a peut-être d'autres options, que ce soit les lectures que tu as suggérées dans le cours. Fait que justement, on est probablement à notre 83e, 84e, on les comptera pas conversation sur tout ça.
Mais toi, t'en es où en ce moment dans tes réflexions sur la qualité de vie en 2024, en lien avec le sport, l'activité physique et tout ça? Ben écoute, je pense que c'est un temps vraiment important en ce moment de penser à la qualité de vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la société en ce moment. On est dans des périodes assez difficiles, assez stressantes avec les guerres. On sort de COVID et tout ça. Ça fait longtemps que la qualité de vie, c'est un sujet qu'on étudie, qu'on se préoccupe de ça, mais je te dirais que c'est encore plus important en ce moment parce que, par exemple, les taux de maladies mentales, en ce moment, je vais juste donner l'anxiété et la dépression comme exemple, les deux plus communs, sont vraiment à la hausse. Depuis la pandémie, il y a eu une augmentation. Déjà, les taux augmentaient. Puis là, avec COVID et les dernières années, avec les guerres, tout ça, ils disent que le taux de dépression et anxiété est des 30 de plus. OK, quand même. Et c'est un problème beaucoup aussi sur les campus universitaires. Donc, les étudiants aussi font preuve de plus d'anxiété, plus de dépression. Donc, je te dirais que la qualité de vie, c'est comme un terme très général pour regrouper toutes sortes de termes comme santé mentale, bien-être, santé psychologique, la qualité de vie, c'est comme un thème général de ça. Mais moi, je suis rendue dans mes réflexions par rapport à... Il va falloir vraiment qu'on commence à changer un peu notre façon de vivre, je crois, parce que je pense pas qu'on s'en va vers du mieux. Puis on pourrait parler un peu des tendances que j'observe dans la société que je pense qui contribuent au mal-être en ce moment. Des tendances que je pense qu'il va falloir justement qu'on réfléchisse beaucoup à qu'est-ce qu'on fait avec ça personnellement? Parce que c'est bien beau des tendances sociétales, on est un peu influencé par ça, mais on a toute la responsabilité de nous-mêmes se positionner par rapport à comment on va prendre soin de nous-mêmes pour pouvoir prendre soin de nos familles, etc. Donc, c'est un peu à ça que je suis rendue, là. C'est paradoxal parce qu'on a comme une responsabilité individuelle, mais on ne peut pas défaire le fait qu'on fait partie de la société, puis que l'inflation, puis je sais qu'il n'y a personne en ce moment qui a besoin de se faire rappeler qu'il y a de l'inflation, mais que l'inflation elle a un impact sur nous aussi. Puis c'est ça qui est un peu déchirant, puis je trouve, tu sais, à un moment donné, il y a des débats, puis c'est pas nécessairement le but d'avoir un débat philosophique aujourd'hui, mais tu sais, c'est une responsabilité individuelle ou tu es le résultat de ton environnement, tu sais, le déterminisme versus d'autres choses en tant que tel. Mais tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais un peu justement de la pandémie, tu as dit que ça nous a, ça l'a augmenté. Là, aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question sur comment on va approcher notre qualité de vie parce que, puis si je comprenais un peu le sous-texte de ce que tu disais, c'est comme si c'était pas soutenable ce qu'on fait. C'est pas soutenable. Effectivement, on est dans une société qui est malade en ce moment. Et par exemple, le rythme de vie qui est comme encouragé et glorifié, si tu veux, c'est un rythme de vie qui est pas humain. J'enseigne un cours à l'université. J'avais hâte d'en parler parce que c'est un gros bonheur de parler de mon cours de qualité de vie que je donne à l'Université d'Ottawa depuis 6-7 ans maintenant. Donc, j'enseigne aux étudiants. J'ai le plaisir et l'honneur d'enseigner aux étudiants des habiletés de vie pour qu'ils puissent améliorer leur santé mentale et avoir plus de bonheur dans leur vie. Donc, je vis ça un peu... je parle de beaucoup de ces choses-là dans mon cours, mais je dis aux étudiants dans mon cours, justement, que c'est pas parce qu'on est dans une société malade que nous, on doit nécessairement être malade. Et je les encourage beaucoup. Je trouve ça le fun que tu as parlé de ralentissement parce que c'est un des plus gros facteurs, je pense, qui mène à des problèmes de santé mentale. C'est que les gens vivent un rythme de vie trop élevé. C'est comme, on n'est pas des robots, on peut pas toujours être à go comme ça, courir entre la maison, le travail, les enfants, ajouter des trucs, c'est vraiment malsain. Le burn-out n'a jamais été aussi élevé non plus parce que c'est très j'aime beaucoup le mot glorifié, mais c'est très glorifié d'être super occupé, puis super en demande, puis super sago. C'est comme c'est l'idéal, mais c'est pas soutenable. C'est souvent ça qui mène à des problèmes de santé mentale, que ce soit burn-out, dépression, anxiété. Les rythmes sont anormaux et chacun, on doit un peu se positionner par rapport à est-ce que j'embarque dans ce truc-là de fou? Parce qu'on me dit c'est ça qu'il faut que je fasse, puis c'est ça que je vois sur les médias sociaux. On va parler évidemment beaucoup de médias sociaux là, parce que c'est aussi un gros problème pour la santé mentale. Il y a énormément de recherches qui démontrent que les médias sociaux sont mauvais
pour la santé mentale des gens parce que les gens se comparent et ça leur met de la pression de faire qu'est-ce qu'un autre fait. Ah, tu sais, un tel fait un triathlon. Ah, moi, je m'entraîne pas assez. Je devrais peut-être m'inscrire pour un triathlon en plus de mes 3 jobs puis toutes sortes d'autres affaires que j'ai. Ça crée une pression extra, les médias sociaux. Puis c'est ça. C'est vraiment problématique. Je vois ça aller vers de pire en pire parce que ça fait quand même un petit bout de temps là, que je suis sur la planète et que je suis dans le milieu universitaire. Ça va faire 30 ans que je suis prof d'université le 1er juillet. Hein? C'est fou, Quand même. Ouais. Donc, j'observe ça là, depuis longtemps, puis je trouve que c'est rendu... c'est pas atteignable, là, les standards qu'on nous dit qu'on est supposé d'atteindre, puis le rythme de fou que tout le monde dit qu'on est supposé d'avoir, c'est vraiment pas bon pour la santé. Là. Ça étouffe les gens. Mm-hmm. Puis il y a tellement de choses qui nous mettent de la pression, justement, pour accélérer notre rythme puis en faire plus. Puis ça me ramène à une lecture que j'avais suggérée à une collègue dans la région de Montréal récemment, parce qu'elle avait des enjeux, justement, de se faire mettre beaucoup de projets dans son assiette. Ouais. Puis on a tendance à dire oui, puis embarquer. Puis on en parlait souvent de comment dire non, mais puis c'est pas nécessairement là que je veux aller, mais le livre que je l'avais suggéré puis que j'avais lu puis qui m'avait beaucoup aidé, c'est Strength to Strength ou Strength from Strength or From Strength to Strength de Arthur C. Brooks. Okay. Puis dans le livre, il parle de l'objectification de l'humain, voulant dire que souvent, on a tendance à se traiter comme des machines. Oui. Puis je l'ai fait très régulièrement avec moi-même pendant ma carrière. Moi aussi, François, on s'en est déjà parlé de beaucoup. Ça. Là. Puis dire que, hey, je suis une machine, en parenthèse, je vais optimiser chacune des minutes de ma journée, chacune des heures de ma journée. Ouais. Et ça va faire que je vais être capable finalement. Parce que l'enjeu, et là je mets ça entre guillemets, l'enjeu de mon manque de performance, c'est parce que j'ai pas assez optimisé le temps. Mais en réalité, quand tu regardes ça à vol d'oiseau, à vol d'avion, c'est pas une question d'optimisation. Numéro 1, c'est probablement qu'il y en a juste trop dans ton assiette pour différentes raisons. Mais de l'autre côté, c'est qu'on n'est pas une machine, puis c'est pas vrai qu'on peut toujours commencer, puis de chaque jour avoir le même output. La performance d'un être humain, le bien-être d'un être humain est beaucoup plus modulé et beaucoup plus variable. Est-ce que je me trompe, puis c'est un peu la même chose que tu vois? Non, c'est exactement ça. Puis il y a un concept que j'enseigne aux étudiants que j'aimerais parler un peu avec toi. Là. En fait, je fais de la recherche là-dessus aussi. C'est l'autocompassion. Je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un concept qui vient de la psychologie qui est très populaire depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Puis dans mon lab, ça fait plusieurs études qu'on fait sur l'autocompassion. L'autocompassion, c'est d'être gentil avec nous-mêmes. Parce que souvent, par exemple, quand on a de nos amis ou de nos proches qui sont stressés ou qui ont fait une erreur ou quoi que ce soit, on est très doux avec eux. C'est pas grave, on est humain, c'est beau, tu te reprendras. Mais quand c'est nous-mêmes, on est très autocritique avec nous-mêmes. On se flagelle quand on n'accomplit pas tout ce qu'on avait sur notre liste. Et l'autocompassion, c'est un peu comme, selon moi, un baume pour justement cette société malade qu'on est dedans. J'enseigne l'autocompassion à mes étudiants à l'université dans mon cours de qualité de vie. Ils doivent faire des exercices d'autocompassion. Il y a Kristen Neff, qui c'est celle qui a créé le concept et tout ça. Elle a un genre de workbook que je suggère à beaucoup de gens. C'est un travail que tu fais avec toi-même. Il y a toutes sortes d'exercices. Il y a des méditations, il y a des travaux écrits que tu fais. Puis c'est juste pour t'apprendre à être plus doux et plus juste et moins jugeant envers toi-même. Puis c'est un projet personnel aussi que moi, j'ai beaucoup entamé dans les 10 dernières années. Je me suis aussi apprise à être beaucoup plus douce avec moi-même. Et c'est fou comment ça améliore le bien-être. Il y a énormément de méta-analyses qui démontrent que ça améliore la santé physique, mais la santé mentale aussi, le bien-être psychologique, ça diminue les maladies mentales. L'autocompassion, c'est un concept très clé en ce moment en termes de qualité de vie. OK, bien, tu fais ma job à ma place. Je voulais justement t'amener à parler d'autocompassion, fait que c'est parfait. Mais justement, tu parlais soit de ton cours ou d'un exemple avec toi-même, parce que des fois, je trouve que, tu sais, on parle d'autocompassion. Je pense que je comprends ce que ça veut dire. Oui. En bout de ligne, il faut qu'on se pardonne un peu plus à soi-même. Oui. Mais quand tu parlais d'exercices ou de choses qu'on peut faire pour justement développer son autocompassion, est-ce qu'il y aurait peut-être un exemple à partager de ce que tu peux faire avec les étudiants ou qu'on peut faire avec soi-même? Oui, parfait. Il y a toutes sortes d'exercices, puis un site web aussi. Là. Allez voir le site web de Kristen Neff sur l'autocompassion. Il y a toutes sortes d'exercices là-dessus. Mais un exercice que je donne aux étudiants
étudiants à faire, c'est de s'écrire une lettre, comme de penser à quelque chose que t'as pas réussi, tu sais, t'es pas rentré en physiothérapie ou t'as mal fait un examen ou quoi que ce soit. Puis tu écris une lettre comme si c'était ta meilleure amie que ça lui était arrivé. Tu lui écris une lettre pour la faire sentir mieux. Mais tu te l'écris à toi-même. Fait que ça, c'est un exemple d'un exercice d'autocompassion, là. Il y a des exercices de respiration, il y a du self-soothing touch, il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire un peu pour amplifier là, cette qualité ou cette ressource psychologique-là qu'on a toutes et que dans notre société nord-américaine, l'autocompassion, on n'en a pas beaucoup de ça parce qu'on est dans une société très de performance, d'achievement. Ça aussi, c'est super glorifié. Oui. Faut être occupé puis il faut accomplir bien des affaires. Puis là, on est un bon humain. Ouais. Donc, l'autocompassion, de façon générale, les gens n'ont pas des niveaux élevés. Et on est capable, avec des exercices, d'augmenter les niveaux d'autocompassion. Puis quand tu parlais des ressources psychologiques qu'on a, comme l'autocompassion, ça n'est C'est une une... ressource psychologique qu'on devrait tout avoir, qu'on devrait tout travailler dessus personnellement, là. Puis le workbook de Kristen Neff, il est excellent. OK. On va le mettre en description de l'épisode, justement, si les gens veulent y accéder et tout ça. Oui. Puis je suis sûr que tu nous as aidé, justement, peut-être à obtenir le lien, de s'assurer qu'on fait la bonne référence. Oui. Puis justement, comme en préparation de notre conversation, je parlais à un de tes anciens étudiants, là, on ne le nommera pas, mais il travaille à quelque part dans le milieu de la santé en Outaouais. OK. Puis c'est quand même récent, wink wink. OK. Et puis il était curieux d'en savoir un peu plus sur ce que tu pensais, justement, dans le lien entre le rehaussement du plaisir et l'autocompassion pour des changements durables. Puis la question un peu qu'il m'a formulée, c'est quel est le rôle un peu de ces deux facteurs-là, selon ton expérience et tes études, dans l'atteinte d'un mode de vie actif à long terme? Parce que je sais que pour toi, il y a comme l'intersection de la qualité de vie, mais l'activité physique est très présente dans tes réflexions. Si je ne m'abuse, corrige-moi si c'est le cas. Mais c'est quoi un peu la relation ou le rôle de ces deux facteurs-là dans l'atteinte d'un mode de vie durable? Puis là, je vais peut-être rajouter au préambule, mais justement, tu sais, comme l'autocompassion, pour moi, c'est toujours... je ne vais pas dire ambivalent, mais incertain dans le sens que, OK, oui, je me pardonne à moi-même, mais comment est-ce que ça va faire que je vais m'engager plus envers ce que je veux puis que je vais être plus soutenable comme humain? Parce que c'est tout le temps, c'est la question qui m'anime. Puis je pose la question qui m'anime, mais tu sais, les gens que j'accompagne, que ce soit des coachs ou même des professionnels dans le milieu de la santé là, que j'entends parler, parce que tu parlais de la performance tantôt. Dans le milieu du sport, milieu de la santé, on demande à des high achievers, puis il faut que tu fasses tout. C'est ça, c'est des milieux très performants, d'excellence. Vraiment. Puis le milieu académique aussi. Tout à fait. Puis le bien-être est un peu mis de côté. Puis moi, l'enjeu qui me préoccupe beaucoup, puis beaucoup de monde avec qui que je côtoie ces temps-ci, c'est OK, je veux performer, mais de façon durable. Puis c'est là que je te ramène à ma question de dire c'est quoi un peu le rôle du rehaussement du plaisir puis de l'autocompassion pour créer des changements durables? OK, super bonne question. Donc, oui, un de mes champs de recherche, c'est le comportement d'activité physique durable. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'activité physique comme méthode de bien-être. Et l'activité physique, comme tu sais, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer à toutes les semaines. C'est pas comme arrêter de fumer. C'est dur d'arrêter de fumer. Mais quand on a fini d'arrêter... J'ai jamais fumé. Mais quand on arrête de fumer, c'est fini. L'activité physique, ça demande une gestion, une régulation régulière. Et donc, une des choses qui aide beaucoup, si on veut essayer d'adopter un comportement, que ce soit l'activité physique ou autre chose, c'est d'avoir du plaisir en le faisant. Parce que quand... Il y a beaucoup de monde qui voit l'activité physique comme une autre tâche sur leur liste de choses à faire. Hein? Ça fait que déjà, nos listes de tâches, de to-do list, sont trop longues parce qu'on est dans une société qui valorise les doers. Hein? Moi, j'appelle ça des doers, puis j'en connais plein des doers, puis moi, j'étais une grande doer avant. Et c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui voit l'activité physique comme « Ah, c'est une autre chose que je dois faire sur ma trop longue liste de tâches à faire. » Et souvent, l'activité physique se fait pas faire parce qu'on a déjà trop d'affaires à faire. Si on fait l'activité physique pour des raisons plutôt de plaisir, parce que ça nous apporte du bonheur, de la joie, on a beaucoup plus tendance à le faire et à le faire à long terme. Donc, je suis une grande fan de ce qu'on appelle « enjoyable physical activity » ou de l'activité physique reliée au plaisir, si tu veux. Ouais. Puis l'autocompassion, comment ça peut nous aider à bouger à long terme, c'est qu'on est doux avec nous-mêmes. Donc, si, par exemple, toi, cette semaine, tu t'étais dit que tu allais aller au gym 3 fois par semaine, puis finalement, il y a une des petites qui est malade ou 2 des petites qui
qui est malade, pas 3, j'espère. Puis tu n'arrives pas à aller au gym. L'autocompassion, ça va te permettre de pas te flageller parce que tu n'es pas allé faire ton entraînement. À la place, tu vas te dire, OK, c'est pas grave, Frank, c'est une semaine. Tu relativises ça, là, c'est pas grave. On se reprend la semaine prochaine. C'est normal de pas toujours atteindre nos objectifs. Donc, l'autocompassion nous permet d'être plus doux avec nous et de bounce back quand on a des semaines, ou de rebondir quand on a des semaines qu'on n'accomplit pas tous nos objectifs. Souvent, ce que les gens vont faire à la place, c'est qu'ils vont se sentir coupables, ils vont se parler négativement, puis ils vont se comparer à d'autres qui sont capables de publier 20 articles par année, pas par semaine, par année, puis on se compare, puis on se dit qu'on est moins bon. L'autocompassion te permet d'être beaucoup plus centré sur toi, puis de te donner des breaks, puis de prendre des pauses sans te sentir coupable. C'est tout ça, l'autocompassion. Puis de comprendre justement qu'on est humain, puis qu'il va y avoir des erreurs qui vont arriver, des bumps en cours de route, puis justement que... Tu sais, il y a un de mes amis, là, je dirais pas l'autre expression, mais vous allez me comprendre, c'est life happens, la vie se passe. Life happens. L'autre avec un S, là. Ouais, c'est ça, on la comprend. Il y a un de mes amis qui se sent confortable de le dire en pleine classe universitaire. C'est l'invité de l'épisode 85, mais on le nommera pas. Mais ceci étant dit, c'est justement un enjeu. Puis des fois, je pense que c'est difficile parce qu'on part de certains moments dans notre vie où est-ce que la seule variable qu'on avait à contrôler, c'est nous-mêmes. Et qui est jeune homme de 24 ans qui est au football universitaire. Tout ce que tu as occupé, c'est toi puis tes bobettes. De mon horaire, puis de mes affaires, puis tu rentres. Puis, exactement. Mais là, quand tu rentres d'autres enjeux, des hypothèques, des enfants, des parents qui sont âgés, qui sont malades, ça rend les affaires pas mal ça devient surcharge. Ça devient prenant, tu sais. Puis justement, tu sais, comme tantôt tu parlais du FOMO. Puis ça, moi, je trouve que c'est... tu sais, c'est un enjeu qui me parle beaucoup parce que je pense que je l'ai eu à un certain moment. Je pense que je l'ai plus tant aujourd'hui. T'en es débarrassé Ben oui, puis j'ai plus le JOMO, là, le Joy of Missing Out. Là, oui, moi aussi, j'ai beaucoup de JOMO. J'adore le JOMO. Puis je regarde des choses comme ça. Puis justement, je lisais des livres récemment, tu sais, un livre de Do Nothing de Celeste Headlee. Oui, je connais. Pas que l'idée, c'est pas de rien faire, c'est juste de ralentir la quantité de choses que tu fais puis d'avoir un peu plus de liberté. Mais justement, comment tu vois un peu cette relation-là, tu sais, le FOMO, le JOMO, le fait qu'il y a quand même quelques auteurs qui commencent à mettre de l'avant le fait que, hey, on devrait en faire moins. Puis ce que je trouve paradoxal, puis j'essayais de dire tout à l'heure, puis je me suis pas rendu à la fin de mon idée, c'est qu'un peu la pandémie, elle nous a permis de prendre une pause. C'est vrai. Puis moi, c'est ce que j'ai apprécié pendant un certain temps, puis je pense que ça a comme été un Shatterglass moment. Je sais pas si tu as déjà écouté How I Met Your Mother, là, mais Lily dans How I Met Your Mother. Lily, en parle justement, qu'à un moment donné, tu vois quelque chose, là, puis... Moi, j'appelle ça une révélation. C'est une révélation, puis là, tu peux plus ne plus le voir. Non, puis je pense que pour plusieurs, puis peut-être que ça l'a amené justement aux enjeux de santé mentale qu'il y a actuellement, mais ça l'a forcé bien du monde à être plus à la maison, prendre plus de pauses, à arrêter bien des affaires, que là, ils ont eu une révélation de dire « Oh, la vie, elle peut être différente. » Mais là, la vie a recommencé et là, on est de retour un peu dans la vie, malheureusement, semi-normale ou la nouvelle normalité. Mais c'est là que, comment est-ce que tu encouragerais les gens à négocier avec ça? Parce que, tu sais, encore une fois, je pense à un coach d'une équipe nationale qui a bien des grosses demandes avec l'arrivée des Jeux olympiques, il y a des enfants à la maison, il y a une femme qui a une belle carrière professionnelle également. De l'autre côté, tu as les professionnels de la santé qui vont jongler 36 tâches parce que c'est tout de leur faute, puis on va juste rajouter des fautes, puis là-dedans, j'inclus médecins, infirmières, némites, tout un peu les catégories. Mais comment t'encourages des gens justement à négocier avec la surcharge? Parce qu'à un certain point, l'enjeu, c'est que tu contrôles pas toute cette surcharge-là. Si tu es l'entraîneur d'une équipe de hockey junior majeur, puis ton GM te dit « Je veux que tu fasses tout ça », il va te le mettre. Puis c'est un peu la même affaire avec les professionnels de la santé. Ils se font bombarder quand ils font pas assez. Tout à fait. Comment on peut négocier avec ça? Parce que c'est beau de dire, hey, je me pardonne, mais je me ramasse quand même dans un enjeu. Puis, tu sais, une des choses que tu voulais qu'on parle, puis qui fait un lien avec cette question-là, c'est de dire, tu sais, pourquoi on est dans une épidémie ou une épidémie de mal-être en ce moment, justement? OK, mais une chose, je veux te dire, c'est que je veux m'assurer que j'ai la chance de te dire cette expression ici parce que j'en parle dans mon cours, puis les étudiants, leurs yeux s'ouvrent là, quand je dis ça. Là. We're human beings, not human doings. So be more and do less. Comme moi, je trouve qu'on est dans une société là, qui valorise beaucoup le doing, mais on n'est pas juste des doing, on est des êtres humains et des fois, il faut justement rien faire. J'aimerais te parler d'un concept que j'ai introduit. Je pense que je t'ai jamais parlé de ça parce que c'est nouveau. Tu vas aimer ça. Ça s'appelle
Strategic laziness. La paresse, excuse-moi. La paresse stratégique. As-tu déjà entendu parler de ça? Non, c'est la première fois que j'entends parler. Tu vas aimer ça, François. Fait que d'habitude, la paresse, on voit ça négativement. Hein? En Amérique du Nord, là, les gens paresseux, on n'en veut pas, c'est des losers. T'sais, nous, on accomplit des affaires, tout ça. Mais ils ont sorti avec un concept qui s'appelle la paresse stratégique. Et moi, j'aime beaucoup ça et je le présente aux étudiants. Et moi aussi, je l'utilise. J'en fais de la paresse stratégique quand j'en ai besoin. Quand on se sent fatigué, on est un peu... faut être un peu in tune. Faut savoir aller à l'intérieur de nous pour savoir on est où avec notre niveau d'énergie et tout ça. Moi, je suis rendue super bonne avec ça parce que j'ai eu toutes sortes d'affaires parce que j'ai trop performé, la douleur chronique, toutes sortes d'affaires dans le milieu académique, pas fait de burn-out, passé proche. Fait que j'ai dû apprendre moi-même ces affaires-là. Fait que là, en ce moment... Ce que j'aimerais encourager aux gens de faire, c'est de prendre des check-in avec soi-même quasiment à tous les jours. Comment je me sens aujourd'hui? Ça n'a pas besoin de prendre une demi-heure, là, mais comment je me sens? Comment est ma tank de gaz, si tu veux, là, mon niveau d'énergie? Comment est mon humeur? Il y a en fait des questions qu'on peut se poser à tous les jours. Là. Et quand notre énergie est un peu basse, de faire de la paresse stratégique, c'est-à-dire de se prendre des moments, des pauses et de prendre soin de soi. C'est du self-care, dans le fond, là, se prendre des moments comme ça. Ça peut-être dans la journée, tu aurais besoin de 2 heures pour faire une sieste, t'en as pas. Peut-être que tu peux prendre 10 minutes pour aller prendre une marche, écouter un petit peu de musique, faire des étirements, mais tu prends des pauses. C'est comme faire de la paresse stratégique. Puis c'est intéressant parce que selon les exemples que tu viens tout juste de mentionner, c'est pas nécessairement de dire « Hey, je vais m'asseoir avec les jambes dans les airs en écoutant du Jack Johnson puis être bien relax ». Ça peut être juste d'aller marcher. Ça peut être n'importe quoi. Mais j'aimerais dire aux gens de déconnecter. OK? Parce que les gens, incluant moi, on est trop connectés. C'est en train de frire nos systèmes nerveux. On est trop connectés. Même quand on marche, là, moi, je marche à l'université, je me promène, tout le monde est plugué avec leurs AirPods. Puis moi, j'aime ça beaucoup, la musique. Là. Quand je cours, par exemple, il me faut ma musique. Puis je suis très musique pour danser aussi. J'adore danser, comme tu sais. J'aime beaucoup la musique, mais on est tout le temps... On est dans une société où les gens sont tout le temps branchés. Ils sont branchés avec leurs AirPods, ils écoutent des podcasts. J'aime bien les podcasts, mais des fois, il faut décrocher. Les gens sont sur leur téléphone. Ils jonglent plusieurs plateformes. C'est en train, puis je dis pas ça juste Michel, il y a plein de recherches qui démontrent que c'est en train de nous épuiser. C'est en train de frire notre système nerveux. Et j'aimerais encourager les gens, quand tu prends ta pause, que ce soit pour 10 minutes ou 1 heure, essaye de pas être branché. Pas scroller les médias sociaux. Ça repose pas ton cerveau, ça. Tu as besoin vraiment de prendre une pause comme, je sais pas si tu connais l'expression sit spot. Comme, moi, j'ai des sit spots. J'en ai au chalet, j'en ai à la maison où je vais m'asseoir et je prends du temps pour réfléchir, pour respirer. J'ai pas mon téléphone avec moi. Et c'est un moment, c'est une pause pour me calmer, mais aussi pour apprécier les belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Parce que ce qui arrive avec la vie pressée qu'on a, on prend pas le temps de réaliser toutes les belles affaires qui se passent dans notre vie, comment on est chanceux. On est trop sur le pilote automatique en mode, ce que j'appelle mode survie. Hein? J'ai déjà été plusieurs années en mode survie, toi aussi. On dirait que c'est le mode défaut en ce moment. Tout le monde est en mode survie. On court après notre queue, mais c'est en train de causer plein de problèmes, de l'anxiété, de la dépression. On court trop vite, on a un rythme trop vite. Fait que j'aimerais encourager les gens de prendre des pauses, d'aller à l'intérieur d'eux, puis de voir comme c'est quoi mon énergie, c'est quoi mon humeur. J'ai-tu besoin de prendre une petite pause, puis aller m'asseoir sur le bord de la rivière ou dehors, ou même à l'hiver, moi, des fois, je vais juste m'asseoir, prendre une tasse de thé pas à l'extérieur parce qu'il fait fret, mais juste regarder par la fenêtre, prendre mon thé pour 10-15 minutes, là, je recommence à travailler. Prendre des pauses, on nous encourage pas de faire ça, on a besoin de ça. Puis c'est comme mal vu, tu sais, justement, puis ça revient à ce qu'on parlait. Efficace, hein? Ben, exact. T'as besoin de prendre des pauses, là. Tu sais, quand on parlait de l'objectification de l'être humain, voulant dire qu'il faut l'optimiser chaque minute, ça va un peu à l'encontre de ça. Absolument. 2 choses que je retiens ou 2 concepts que je retiens de ce que tu viens de mentionner. C'est 1, la paresse stratégique. Ça peut être autant une marche, ça peut être t'asseoir,
à l'extérieur, ça peut être quelque chose, peu importe ce que tu as besoin. Parler à ta grand-mère. Parler à ta grand-mère. Ouais, quelque chose qui va te nourrir. Qui va te nourrir. Et le deuxième élément, les sit spots. Fait qu'on va dire des endroits de recueil. Je ne sais pas si ça fait peut-être un peu trop religieux et tout ça, là, mais bref. C'est comme un sit spot. Puis ça me fait penser un peu au cours que j'avais eu avec Yves Lajoie à l'époque, où est-ce que, je me rappelle, puis je peux pas t'expliquer toute la racine de ça, mais ce que j'en avais retenu, puis c'était un gag justement avec mes collègues étudiants, c'était en bout de ligne, ta mémoire, elle associe la matière que tu étudies à la pièce à laquelle tu l'étudies. Fait que si tu étudies le cours de psychologie, va dans ta chambre. Si tu étudies le cours de contrôle moteur, va dans ton bureau. Si tu étudies telle affaire, puis là, tu peux te rappeler après ça l'endroit où est-ce que tu as fait ton étude, puis ça va t'aider à te souvenir. Mais là, le lien avec ce que tu as mentionné pour les sit spots, c'est que je pense qu'on sous-estime l'impact des endroits de recueil qu'on a dans nos maisons qui sont combinés avec d'autres endroits. Ce que je veux dire par là, c'est que si, exemple, tu as une chaise dans ton salon qui se passe jamais rien à cet endroit-là, tu vas t'asseoir, puis quand tu vas t'asseoir, ça va être plus facile pour toi de décrocher. Parce que ça ne te ramène pas d'autres stimuli. On a des associations à des endroits. Si tu essaies de faire la même chose dans ton bureau, où c'est que tu as tes 2 écrans, tu as tes 30 livres, puis tu as de la pile de paperasse que tu n'as pas fait encore. C'est plus dur de relaxer ton exactement, parce que tu as plein de rappels visuels. Puis c'est là que si j'extrapole, parce que c'est la première fois que j'entends l'expression sit spot, moi, j'encouragerais même les gens à se trouver un sit spot autant à la maison que dans le milieu professionnel pour dire, hey, ça, c'est une place, là, je vois le divan qui est juste là, personne ne va le voir, mais on se comprend, mais ça sera un sit spot qui est parfait d'aller, hey, on va s'asseoir là, c'est pas là que le podcast se passe, fait que ça va être plus facile de se détacher. Parce que j'écoutais justement un autre podcast à un moment, moi, je fais partie de ceux-là que un de mes défauts, c'est qu'il y a trop d'informations qui rentrent. On est bombardé d'informations, c'est fatigant. Puis ça, on en parle en apprentissage. Tu sais, en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont convaincues que hey, si j'écoute plus de podcasts, si je lis plus de livres, je vais être plus intelligent, je vais être plus informé. Je vais aller plus loin dans la vie. Non, tu sais, justement... Il y a des max, là. Exactement. Faut mettre des boundaries. Exact. Puis en fait, la question à se poser, c'est quelle est la quantité d'informations que tu peux ingérer et après ça, que tu es capable de digérer et après ça, de remettre sur papier pour ton travail ou ce que tu fais dans la vie. Fait que, tu sais, lis moins de livres, écoute moins de podcasts, écoute Temps d'arrêt, par exemple, mais après ça, assure-toi que tu peux t'en servir puis l'utiliser. Fait que pour le sit spot, moi, je pense que c'est un élément important. Puis j'encouragerais justement les coachs ou les médecins, les infirmières à s'en trouver un puis à s'en faire un. Dans la nature, c'est encore mieux parce que moi, il y a beaucoup de bienfaits d'être dans la nature. Je parle beaucoup de ça dans mon cours. Moi, je fais pas de la recherche sur la thérapie nature, mais il y a beaucoup de recherches qui semblent indiquer que être à l'extérieur, ça calme beaucoup notre système nerveux, beaucoup à cause du silence. On est tellement plugué, même quand on écoute des podcasts, on n'est pas en silence. Là, on écoute de la musique, on n'est pas en silence. On a besoin de silence. Fait aller prendre une marche dans la forêt, ils appellent ça du forest bathing. Moi, j'appelle ça des awe walks, puis j'en fais faire aux étudiants dans mon cours des awe walks. C'est où tu te mets dans un état de pleine conscience et tu te promènes dans la nature. C'est pas un workout où tu marches super vite, là. Tu te promènes puis tu t'immerses dans le milieu, t'écoutes les oiseaux, tu sens la fraîcheur. C'est comme te mettre dans un mode de pleine conscience, mais dans la forêt. Tellement bon pour la santé mentale, là. Puis t'as pas besoin d'aller marcher longtemps, 10-15 minutes, là. Il y a plein d'études qui démontrent que ça diminue le stress, que c'est très bon pour les symptômes de dépression. Des awe walks, c'est un autre truc qui est super intéressant. Oui, puis en français, on pourrait dire, mettons, les bains de forêt, awe walks, A-W-E, des marches d'émerveillement. C'est pas... émerveillement, c'est ça. Marches d'émerveillement. Puis justement, un de mes collègues, puis je sais pas si tu es au courant, un de mes collègues qui fait de la clinicien-chercheur à l'Institut de savoir Montfort, hôpital Montfort, puis lui, il argumente parce que, bon, la formation des médecins en résidence, elle est très demandante. Tu peux travailler des 60-70 heures semaine, littéralement, pour pas beaucoup de sous, puis avec beaucoup de pression, puis t'es évalué à chaque corps, sans rentrer dans la formation des médecins. Il fait l'argumentation qu'on devrait avoir un stage en milieu sauvage pour tous les médecins. C'est bon pour leurs habiletés, parce que de traiter un patient qui a une blessure en plein milieu de la forêt, c'est pas mal plus compliqué que de traiter un patient à l'urgence où est-ce que tu as accès à toutes tes installations. Mais il dit après ça va contribuer au bien-être des résidents
résidents, justement, parce qu'ils vont faire des bains de forêt de façon régulière, puis Oui. étudier l'impact, justement, sur le bonheur et l'appréciation des médecins résidents en cours de route. Fait que ça, J'ai fait beaucoup d'études avec les étudiants en médecine. OK. Moi, j'ai eu plusieurs de mes dernières étudiants au doc et à la maîtrise ont voulu faire des recherches sur la santé mentale des étudiants en médecine. J'ai plusieurs publications OK. là-dessus, sur les niveaux de burn-out, sur l'activité physique. Ce qu'on a trouvé, ce qui est très intéressant, Vas-y. parce que tu sais que des gens en médecine, c'est très high achieving. Tout à Là, fait. hein? Ça fait que ce qu'on trouve avec l'activité physique, l'article vient juste d'être accepté. Là. C'est une de Félicitations. mes étudiantes, merci. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est particulièrement chez les étudiants de médecine, que faire de l'activité physique, c'est très bon pour eux, mais d'en faire trop, comme beaucoup en font parce qu'ils sont high achievers, c'est pas bon. Ils ont plus tendance à faire des burn-out. Fait que ce qu'on veut, c'est de l'activité physique modérée et plaisante. C'est ça qui va empêcher le burn-out. Quand on en fait trop, c'est toujours une question de modération. Hein? Tout à fait. Quand les gens en font trop, s'entraînent trop, ben ils sont déjà très surchargés avec l'école et toutes les demandes qu'ils doivent faire du volontariat, etc. Ça, c'est trop. Ça fait tiper la vase vers du mal-être ou du burn-out puis tout ça. Oui, on a quelques publications là-dessus. En fait, Taylor, une de mes étudiantes, elle a fait une intervention avec des étudiants en médecine où ils étaient 2 à 2, puis ils prenaient une marche ensemble, puis ils se parlaient de leur stress. Ils appellent ça des mental health walks. OK. Puis on a étudié l'impact de cette intervention-là sur leur santé mentale. Puis on a trouvé que les gens qui prenaient des marches 1 à 1, ils étaient ensemble en diade, puis ils se parlaient un peu de leur stress, mais en marchant, qu'ils ont eu des vraiment grosses améliorations dans leur santé mentale. Intéressant. Puis est-ce que c'est en mémoire le mécanisme un peu? Qu'est-ce qui explique le fait que ça a un impact sur la santé mentale? Bien, l'activité physique, OK. c'est très bon pour la santé mentale. Moi, j'ai beaucoup de publications sur l'activité physique et la santé mentale, et j'aimerais vraiment clarifier aux gens, parce que tout le monde pense que pour avoir les bienfaits d'activité physique, il faut en faire beaucoup et très intensément. C'est faux. Pour la santé mentale, si tu veux bouger pour te sentir mieux, pour être bien dans ta peau, pour te sentir comme ça va bien, pour avoir des améliorations dans ton humeur, tu as besoin de bouger 10 minutes. C'est fou, hein? C'est pas beaucoup, C'est là. rien, c'est Tout rien. le monde est capable de faire ça, Ouais, tout là. à fait. C'est un de mes grands plaisirs de clarifier ça. Moi, ma propre recherche a démontré ça. Il y a plein de recherches qui démontrent pour les bienfaits psychologiques, si tu veux faire de l'activité physique vraiment pour mieux te sentir, tu peux juste aller prendre une marche de 10 minutes, puis ton humeur va s'améliorer. Puis de prendre le temps de le faire, généralement, comme on peut dire dans le sens qu'il y a 10 minutes, on est capable de rentrer Oui. ça à quelque part. Oui. Puis souvent, on peut même le faire, tu sais, ça peut être en famille, avec tes collègues. Puis je te Oui. ramènerais justement à, comment tu appelles, mental health walks, fait que des marches de santé Oui. mentale Oui. ou des marches de bien-être, peu importe Oui. comment on veut les appeler. Moi, j'encouragerais justement, tu sais, comme Les coachs les pourraient coachs, faire ça à 2 à 2. ben, avec un collègue, puis pas en train de dire comment est-ce qu'on va battre Saint-Jérôme Non, ou telle équipe-là. non. Comment De dire, tu- hey, comment tu te sens, comment tu gères le stress en ce moment. Ou Oui. des personnes qui sont en préparation, qu'on parle de physiothérapeute, qu'on parle de kinésiologue, qu'on parle de préparateur mental, qu'on parle de coach, qu'on parle de médecin qui s'en vont aux Jeux olympiques, là, justement, dans Oui. quelques semaines. De dire, hey, ça va être qui ton body de mental Oui. health walks durant les Jeux olympiques? Tu sais, Super de dire bonne ça. idée. Puis je pense que même les professionnels de la santé, tu sais, au lieu d'essayer de manger ton lunch rapidement, comme ce que tu peux faire, c'est oui, prends ton lunch, mais trouve-toi un body que tu peux aller Qui va marcher. sur Parce l'heure que du c'est un midi. double whammy. Je ne sais pas si je parlais des whammies dans Ben, ton cours de doctorat, mais j'en parle beaucoup dans mon cours de j'argumenterais qu'on a peut-être co-créé l'expression Ben, double ça se whammy peut. parce qu'on est même rendu avec des triple whammy. tu sais. Oui, c'est ça. Mais là. vas-y Fait avec les double whammy. quand, Ouais. quand tu marches, OK, ça c'est un whammy. Ouais. Puis là, en plus, tu parles, c'est comme du peer mentoring que tu fais avec Mm-hmm. ton collègue qui a les mêmes expériences que toi, que ce soit entraîneur, étudiant de médecine, peu importe, athlète, médecin. Le deuxième whammy, c'est de faire un peu du venting ou du parlage. Ouais. Fait que dans le même période de temps, que ce soit 20 minutes ou 30 minutes, tu as un double whammy pour ta santé mentale. Fait que Tout à fait. c'est très coût-bénéfice, là, ça vaut vraiment la peine. Mais- Je veux juste ajouter Vas-y, quelque vas-y. chose, parce que je viens de penser à quelque chose que je voulais mentionner. T'as une minute, là, que c'est quoi que je voulais dire? Bon. On parlait de double whammy puis Double des whammy. différents professionnels. Ah oui, ça me revient. L'autre affaire, François, là, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches qui démontrent qu'on a besoin de s'ennuyer. OK. OK? Que notre cerveau a besoin d'être bored, excuse, le mot me vient en anglais, de s'ennuyer, parce que c'est là
qu'on repose notre cerveau, mais aussi, c'est après qu'on repose notre cerveau qu'on a notre meilleure créativité. Et donc, pour être successful, pour avoir du succès et pour être créatif, on devrait avoir des périodes où on laisse errer notre esprit. Et ça, on peut pas faire ça quand on est plugué dans un podcast ou en train de checker nos médias sociaux. On doit mettre ça de côté, on doit s'asseoir dans un set spot et laisser notre cerveau errer. Et c'est là que j'ai mes meilleures idées. Toujours. Mes plus grandes révélations par rapport à moi-même, par rapport à la vie, et les meilleures idées créatives pour ma recherche, je les ai eues dans une période où j'étais en train de m'asseoir et de contempler, là, avec aucun objectif, là. Ben oui. Mais c'est pour ça, des fois, que justement, être sur le bord d'un lac ou de façon plus intime, juste prendre sa douche. Pourquoi il y a tant d'idées qui viennent dans la douche? Parce que t'es pas sur ton téléphone, t'es pas captivé, t'es pas... là, ton cerveau est reposé, c'est là que ça part. Puis tu peux laisser le subconscient, tu sais, travailler et tout ça. Donc, pour les high achievers qui ont bien de la misère à lâcher de côté leur to-do list, je leur dis, si tu veux accomplir plus, te reposer va te permettre d'accomplir plus. Mais moi, j'aimerais mieux que les gens, ils chopent dans leur to-do list. Ben oui, c'est ça. Parce que c'est un gros problème. Puis des fois, ça peut être difficile à faire à court terme. Fait que, tu sais, à court terme, peut-être qu'on veut rentrer l'appareil stratégique, les sit spots, les mental health walks. L'autocompassion. Hein, je suis pas un robot, je suis pas capable de tout faire ça. Faut que j'en enlève, je vais le déplacer ailleurs. Mais qu'à moyen terme, là, on veut couper dans les projets, justement, qu'on a. Oui. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais des différents professionnels en lien avec les Jeux olympiques. Mais si on revient plus peut-être au niveau du système de la santé, tu sais, un de tes combats, puis que je mentionnais justement dans l'introduction, puis qui me parle beaucoup, parce que mes nouvelles tâches, c'est de professeur en kinésiologie. Tu sais, tu as fait un peu des recherches en lien avec ça, exercise is medicine, l'exercice est un médicament. Comment tu vois un peu le rôle des kinésiologues dans le système de santé? Toi, qui as comme travaillé avec le Collège de kinésiologie de l'Ontario, justement. Bien, je suis super contente que tu me parles de ça parce qu'un autre de mes grandes passions, c'est d'intégrer des kin sur des équipes de médecine familiale. Donc, de 2004 à 2006, je sais, ça fait très longtemps, j'ai fait une grosse étude ici à Ottawa où on a intégré des kinésiologues dans des équipes médicales. Et c'est probablement le projet pour lequel je suis le plus reconnue. Là. Je suis reconnue internationalement à cause de ce projet-là. C'était le plus gros projet que j'ai fait de ma carrière. J'ai publié 15 articles de ce projet-là. J'ai été connue à cause de ce projet-là. Puis on a trouvé que d'avoir des kin dans des pratiques médicales, ça fait plus bouger les patients et aussi ça décharge les médecins. Parce que les médecins, là, ils n'arrachent en ce moment, OK? Les médecins, là, sont surchargés. C'est vraiment pas une carrière facile. Ça n'a jamais été une carrière facile. C'est encore moins facile en ce moment. Les taux de burn-out chez les médecins et les psychologues, mon mari est psychologue, je sais que ton épouse est médecin, c'est des professions d'aide. Il y a beaucoup de burn-out, d'épuisement dans ces professions-là. Si on pouvait avoir des kin, puis ça se passe là, à Ottawa, il y a 6 cliniques médicales. C'est soit des équipes de santé familiale ou des centres communautaires de santé qui ont des kin. Il y en a 6 à Ottawa. Puis ce que les médecins font, c'est qu'ils voient leurs patients. Puis s'ils pensent que le patient pourrait bénéficier de plus bouger, hein, c'est comme 85 % de la population, il réfère au kinésiologue, puis c'est le kinésiologue qui fait le travail pour aider la personne à trouver sa propre motivation, à essayer différentes activités physiques, à se trouver une routine d'activité physique qui va marcher pour lui ou elle. C'est pas le kin qui dit quoi faire, là. C'est on travaille collaborativement à trouver des solutions à tes barrières à l'activité physique, tout ça, là. Donc, j'enseigne aussi un cours à l'université qui entraîne les kin à être capables de faire ce travail-là. C'est vraiment intéressant parce que ça fait un lien avec le commentaire d'Alain Delorme de l'épisode 112 ou 113, si je ne m'abuse. Puis Alain Delorme, préparateur physique avec l'Institut national du sport du Québec. Puis ce qu'il mentionnait, c'est qu'une chose qui a changé beaucoup dans la fin de sa carrière, c'est de co-créer le plan d'intervention. Donc, en tant que préparateur physique, autant qu'on soit à un haut niveau ou qu'on soit plus dans un mode vie active, activité physique adaptée, peu importe, bien, l'idée de co-créer l'intervention, ça va aussi probablement faire que l'intervention, le patient ou le client va plus adhérer à l'intervention. Oui, il a collaboré. Moi, j'utilise une approche qui s'appelle l'entretien motivationnel. C'est vraiment une belle approche. Là. Je te suggère de lire là-dessus. Tu vas vraiment triper. Là. C'est vraiment, justement, une approche où on est centré beaucoup sur la personne. La personne est l'experte d'elle-même. Nous, on n'arrive pas là. Ça marche très bien en coaching aussi, d'ailleurs, là, dans toutes les professions, où c'est un travail à deux. Moi, je
t'aide à essayer de trouver tes motivations. Je te pose des questions clés pour comme un peu construire ta motivation. Je t'aide à trouver des solutions, mais c'est un travail complètement collaboratif. Et il y a plein de sciences qui démontrent que c'est beaucoup plus avec cette approche-là qu'une approche de tu vas marcher 4 fois par semaine avec ton mari à tous les soirs. Ça marche pas, là. Les gens veulent pas se faire dire quoi faire. Personne. Moi, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. Toi non plus, je suis certainement sûre. pas. Fait que ça marche beaucoup mieux quand on travaille collaborativement. Puis, une de mes passions, et il me reste 2 ans là, à l'université et je me retire, mais ça a été de pousser pour avoir des kin dans les cliniques médicales. Et c'est pour ça que j'ai été activement impliquée avec le Collège de kinésiologie qui a créé, c'est ça, où on a un collège pour les gens qui veulent devenir kinésiologues. Et ça donne beaucoup de crédibilité à la profession. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas si ça fait quoi un kinésiologue. C'est quoi la différence entre un kinésiologue puis un physiothérapeute. Ça fait que le collège, ça donne la crédibilité à la profession. C'est dommage, c'est la seule province encore. Nous, c'est parti en 2013, là. On pensait que toutes les autres provinces y allaient... Mais là, ça, c'est tous des trucs politiques. Puis moi, je suis pas une fille politique. Fait que je comprends pas trop exactement c'est quoi qui se passe. Mais je suis très fière qu'en Ontario, on a un collège et qu'on certifie, on donne le titre de kinésiologue enregistré à plein de gens à chaque année qui peuvent ensuite aller travailler dans les communautés pour activer la population. Là. Bien, tout à fait. Puis avant qu'on rentre dans les questions éclairs, dernière question que j'aurais pour toi, puis qui vient justement de mon collègue ce matin à qui je parlais, il disait, tu sais, comme pourquoi justement en Ontario, ils ont été capables de tourner le coin, là, tu sais, comme justement par rapport à la légitimité de la profession de kinésiologue. Parce qu'au Québec, on a la FKQ, la Fédération des kinésiologues. Qui est une bonne association. Qui est un bon départ. C'est pas un collège. C'est pas un collège, c'est pas un ordre encore. Ils sont à des tables. Je pense que ça a progressé selon les nouvelles que j'ai eues dernièrement. Puis on va certainement travailler là-dedans, tout le monde qui est impliqué un peu avec la kinésiologie. Mais qu'est-ce qui fait que selon toi, selon ton expérience, selon ton implication, qu'est-ce qui fait que l'Ontario était capable de tourner le coin justement par rapport à ça? Je pense qu'il y avait des leaders qui ont poussé beaucoup. Entre autres, j'étais très amie avec la présidente du collège pendant un petit bout de temps. Puis je pense qu'ils ont fait beaucoup de lobbying, ils ont poussé. Il faut les bonnes personnes à ces places-là. Certainement. En partie, ils ont utilisé les résultats de mon étude qui a démontré qu'avoir des kin dans des cliniques médicales, ça l'aide les patients, ça l'aide les médecins et aussi c'est cost-effective. On a un article qui démontre que c'est gagnant côté coût-bénéfice. Okay. Donc, en partie, à cause des résultats de mon étude, ils ont pu donner ça un peu comme argument aussi là, pour créer le collège. Mais moi, je n'étais pas une des fondatrices. Là. Moi, je suis académique. Là. Je suis dans mon milieu universitaire, j'enseigne des cours, je fais de la recherche. Mais j'ai été un peu impliquée. J'ai écrit aussi pendant 4 ans, parce qu'il y a un examen pour les kinésiologues qui veulent s'appeler kinésiologue enregistré. J'ai participé à l'écriture de l'examen, puis tout ça pendant quelques années. Mais je pense... Ça serait mon explication. Là. Tout à fait. Mais c'est intéressant, puis on va certainement s'en inspirer parce que je sais que... J'espère qu'au Québec, ils vont suivre. Parce que ça fait longtemps aussi qu'au Québec, il y a des kin dans des cliniques médicales. Tout à fait. Bien, en fait, il y a quelques cliniques il y a de la résistance, justement. Où est-ce que... mais qu'est-ce que le kin va faire vraiment? Puis c'est paradoxal pour moi, qui est quand même bien placé pour comprendre que les médecins ont plein de compétences, comprennent clairement l'interaction de tous les systèmes du corps humain, mais quand vient le temps d'enseigner l'aspect musculo-squelettique, c'est pas une grosse partie nécessairement de leur curriculum de base. Il faut aller chercher des spécialités pour ça. Fait que d'avoir une synergie avec physiothérapie, kinésiologie, nutrition, ça devient vraiment important. T'sais. Avec la psychologie aussi, on fait ça. Là. Les médecins sont pas équipés pour faire de la thérapie. Là, fait qu'il faut référer. C'est la même affaire avec le kinésiologue. Tout à fait. Et les médecins ont certainement pas le temps de donner l'aide qu'il faut pour faire bouger quelqu'un à long terme. C'est un projet qui prend du temps, ça. Les médecins, ils ont 30 secondes, 40 secondes pour faire comme quelque chose parce qu'ils ont tellement de choses à voir avec leurs patients. Exactement. Ils sont bombardés. Ils sont bombardés. Ça fait déjà un petit bout qu'on se parle. Oui. Merci, c'est vraiment riche et tout ça. Je suis sûr que tout le monde apprécie les petits nuggets qui sortent à gauche et à droite. Good. Et là, je te lance dans les questions éclairs. La première, si tu peux retourner en arrière et donner un conseil à toi-même quand tu avais 22 ans, ça serait quoi?
Wow. On retourne en 2008. Sois pas si dur sur toi-même. OK. Moi, là, j'étais super high achiever. Hein? J'étais prof d'université à 26 ans, moi, là. Quand même. J'étais encore la plus jeune à l'Université d'Ottawa. Jamais embauché prof à temps plein à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai fait tout rapidement, là, mon bac. J'ai fait mon doc en 4 ans. Je suis devenue prof. J'ai pu avoir ma permanence avant d'avoir des enfants. J'ai tout fait vite. J'étais une fille très déterminée. Et encore, à ce jour, je suis très déterminée, mais en ce moment, ma détermination, c'est plus par rapport à des affaires comme prendre soin de moi, mes relations interpersonnelles, des trucs comme ça. Mais j'aimerais me dire d'être moins perfectionniste. J'aurais aimé ça me dire d'être moins perfectionniste et de peut-être avoir travaillé un peu moins fort, d'avoir été moins dur sur moi-même. Work smart versus hard. Moi, j'étais plus le genre, tu sais, plus d'heures, là. On va mettre plus d'heures, puis on va y arriver, puis... Pendant plusieurs années, je travaillais à 80 heures par semaine, là. Puis ça m'a magané, là. Ça m'a magané. Là, honnêtement, en ce moment, j'ai l'air plus jeune que j'avais de l'air mi-trentaine, là. C'est fou, hein? Parce que j'ai commencé à prendre soin de moi. Surtout, en fait, ce qui m'a beaucoup fait changer, c'est d'avoir mes enfants. Parce que mes enfants, ils avaient besoin de moi, puis je voulais être le parent que je voulais être. Pas un parent parfait du tout, mais un parent patient. Et j'ai commencé à ralentir et à dire non à des affaires. J'ai quand même eu une super belle carrière. J'ai un beau dossier, j'ai eu des subventions de recherche, des étudiants gradués extraordinaires. Je suis très fière de ce que j'ai fait, mais je n'étais pas une superstar. Mais je voulais pas payer le prix. C'est ça. Parce que j'ai réalisé ça quand j'ai eu mes enfants. Le plus important pour moi, c'était que mes enfants soient en santé, puis qu'ils soient heureux, puis que moi, je puisse être la mère qu'il y avait besoin. Et donc, mais j'ai été dure sur moi. Donc, j'aurais aimé ça me dire work smarter, not harder, puis prends des breaks, puis arrête de te critiquer, là. La perfection, ça n'existe pas, Michel, là. Là, elle le sait. Là, elle est douce, là. Là, elle est douce. Mais ça m'a pris du temps. Quel livre est-ce que tu as lu et que tu recommanderais peut-être le plus en ce moment? OK. Ben, je vais parler d'un... En fait, il y a 3 livres de cette auteure-là. C'est une auteure qui vient de la France, mais elle écrit extrêmement bien, puis c'est pas corsé. Je viens de finir un autre livre de la France que j'ai trouvé très difficile à lire. Super bon, mais j'aimerais encourager les gens de lire du Valérie Perrin. Son premier livre que j'ai lu s'appelle « Changer l'eau des fleurs ». Et c'est un livre extraordinaire. En fait, je l'ai lu quand je faisais le deuil de ma mère. Quand ma mère est décédée, il y a 4 ans, l'été après que ma mère est décédée, il y a quelqu'un qui m'a passé ce livre-là. Puis c'est un livre sur le deuil, mais c'est un livre aussi sur la vie. Il y a plein de leçons de vie dans ce livre-là. Moi, j'ai vraiment trippé. Ça m'a beaucoup parlé. Je l'ai donné, puis je l'ai suggéré à plein de monde. Puis... il y a beaucoup de monde qui l'ont beaucoup aimé, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé. Mais moi, c'est un livre qui m'a beaucoup influencé. C'est pas un livre de self-help, là. Okay. Moi, je ne lis pas les livres de self-help, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'enseigne des cours là-dedans. Je devrais lire les livres dont tu me parles, puis toi, t'en lis des super bons. Mais quand je lis ça, je suis en mode professeur. Je lis... Puis, je me dis, comment je peux incorporer ça dans mon cours? Fait que c'est comme si je me sens comme si je fais du travail. Quand je lis, je préfère lire de la fiction qui est inspirante et qui a des leçons de vie, mais c'est une histoire. Parce que pour moi, c'est plus reposant. Je suis capable de me reposer. Alors que quand je lis des livres de Brené Brown ou d'autres livres comme ça, c'est excellent, là. Mais ça me fait trop penser où je vais intégrer ça, comment je vais expliquer ça aux étudiants, quel travail je peux leur faire ça. Tu sais, je veux pas faire ça. Je veux lire des livres qui vont me divertir pour avoir du plaisir, pour me reposer. La même raison pour laquelle je lis des Dragon Ball. Pas parce que c'est... Parfait. T'as des livres que tu lis c'est ça, exactement, pour le plaisir, là. Que ça t'amène pas justement à repenser puis à remuer tout ce que tu as déjà besoin de faire dans ton travail. Mais Valérie Perrin, c'est 3 romans excellents. Changer l'eau des fleurs, c'est le premier. On va mettre ça dans la description de l'épisode. Et puis, dernière question éclair. Si tu pouvais mettre une citation sur un Jumbotron, dans un aréna ou dans un stade, ce serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? J'en ai quelques-uns, mais celui qui m'a juste venu dans la tête quand tu as posé la question, c'est « Make joy a daily priority ». Je trouve que dans notre milieu, dans notre société qui est très focusée sur accomplir, performer,
acheter, consommer, être occupé. Je trouve qu'on perd la notion de play et de joie et de rire et tout ça. Et j'ai des étudiants qui sont tôt dans la vingtaine, dans mes cours, depuis plusieurs années, qui me disent « J'ai plus de fun ». Je prends la vie trop au sérieux. Puis moi, ça me fait assez de peine, ça, parce que la vie, c'est faite pour s'amuser, pour connecter avec les gens, pour être gentil l'un avec l'autre. On perd la notion de qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie, la gratitude, la gentillesse, la joie. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de joie. Ma mère m'a passé ça génétiquement et aussi par son comportement. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de joie et qui fait de la joie une priorité. Moi, à tous les jours, je fais des choses joyeuses. Je passe mon temps à rire beaucoup avec les gens avec qui j'habite ou avec que je côtoie. Mes enfants, qui sont plus des enfants, c'est des gens aussi très joyeux. Ils aiment la vie, ils ont une joie de vivre. Puis je suis hyper fière que mes enfants ont aussi cette philosophie-là. Et donc, c'est la citation que je choisirais. Make joy, fais de la joie une priorité quotidienne. Puis quand tu disais la vie est pour